Le plateau a été débarrassé. Il est temps à présent d'accueillir un duo qui nous vient des internets. Alexander Thomas est enseignant-chercheur à Lyon et il a également une chaîne YouTube, une chaîne qui s'appelle Tomate, sur laquelle il vulgarise les maths appliquées à la physique. Il est accompagné aujourd'hui d'un deuxième youtubeur qui, pendant ses études de physique, a créé la chaîne de vulgarisation scientifique Science Click, où il vulgarise la physique théorique en anglais et en français. Et laissez-moi vous dire qu'on a ici affaire à une superstar, car sa chaîne compte aujourd'hui plus d'1,3 million d'abonnés. 1,3 million de personnes qui regardent ses vidéos. Il s'appelle Alexandro Roussel, et aujourd'hui est un jour exceptionnel car ces deux youtubeurs vont s'intriquer pour une présentation commune afin de nous expliquer les bases de la physique quantique. On peut les applaudir très fort. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être venus. Dans cet exposé, on va plonger un peu dans les principes mathématiques et physiques de la mécanique quantique, mais n'ayez pas peur parce que ça sera un parcours en animation et en images. Alors, la physique quantique, c'est la science qui étudie les petites échelles, ce qui se passe aux échelles microscopiques. Et donc, notre première étape dans ce voyage, ça va être de plonger ensemble à l'intérieur de la matière. Alors, si on imagine cette pomme, on peut imaginer plonger dans la pomme, et le premier objet central qu'on va rencontrer, c'est les cellules, qui sont les sortes de briques élémentaires du vivant. Donc on se trouve à peu près à l'échelle du millimètre, mais on peut continuer de plonger plus loin. Et donc là, on voit des bactéries, des virus, et lorsqu'on atteint le nanomètre, on rencontre des molécules qui sont vraiment les briques élémentaires de la matière, et qui sont simplement des assemblages de plus petites briques qu'on appelle les atomes. Donc un atome, c'est simplement un noyau, comme on le voit au centre, avec autour une sorte de nuage de particules qu'on appelle des électrons. Donc c'est ces particules-là qui vont nous intéresser dans la mécanique quantique. Dans ce monde de l'infiniment petit, il y a pas mal de choses étranges qui se passent. Vous avez probablement entendu parler de ce fameux chat de Schrödinger. Donc cette expérience de pensée qui parle d'un chat qui est à la fois vivant et mort. Donc ça reste théorique, mais en pratique, ce qui existe, c'est que les particules élémentaires peuvent être dans un état qu'on appelle superposé. Ils peuvent être à la fois à gauche et à droite. Un autre effet assez connu, c'est l'effet tunnel. Cette idée selon laquelle on peut traverser un obstacle, pourtant infranchissable, avec une certaine probabilité, certes très faible, mais pourtant non nulle. Et enfin, peut-être moins connu, il y a ce phénomène de l'intégrale de chemin. Et ça sera un des buts de notre exposé, donc on va revenir dessus. Donc là, vous voyez, il y a une multitude de choses étranges qui se passent, et on va les expliquer avec une multitude de principes. Et donc pour voir un peu plus clair dans cette zoologie de principes, d'exemples, contre-exemples, on va vous proposer d'analyser tout ça à travers un exemple, une expérience célèbre, dont les magiciens d'ailleurs avaient déjà évoqué rapidement, les fentes de Young. Mais pour cela, on va revenir dans le monde qui nous entoure, le monde classique. Alors on est en 1801, et un savant britannique qui s'appelle Thomas Young va faire une expérience pour essayer de déterminer si la lumière est une onde, donc comme les vagues dans l'eau, ou alors si elle est composée de petits corpuscules, des petites particules de lumière. Alors pour faire ça, pour différencier des corpuscules, des sortes de petites billes d'une onde, on peut imaginer lancer ces petites billes sur un écran. Donc les petites billes vont venir impacter l'écran, former un impact précis. Et entre l'écran et la petite bille, on place un mur percé de 2 fentes. Alors assez intuitivement, ce qui va se passer, c'est que les billes, si on les lance les unes après les autres, vont passer soit à travers une fente, soit à travers l'autre fente. Et on va se retrouver avec 2 séries d'impacts sur l'écran, un impact derrière chacune des 2 fentes. Donc voilà ce qu'on observe dans le cas dans lequel on lance des corpuscules sur cette expérience. Si maintenant, au contraire, on envoie une onde sur ce dispositif, il y a 2 phénomènes qui vont se passer. Quand l'onde arrive au niveau des fentes, il y a d'abord un phénomène de diffraction. C'est-à-dire l'onde va explorer tout l'espace qui se trouve derrière une fente, et elle va devenir circulaire. Et comme on a 2 fentes, on va se retrouver du coup avec 2 ondes circulaires qui après vont interférer. L'interférence, ça signifie qu'à certains endroits, les ondes vont s'additionner.
pour former une onde encore plus grande. Tandis qu'à d'autres endroits, une bosse d'une onde va rencontrer le creux de l'autre pour finalement faire un plat. Ils vont s'annihiler. Et du coup, en tout, ce qu'on observe sur l'écran, c'est une série de franges, donc des franges éclairées, là où deux ondes se sont additionnées pour former une onde plus grande, et puis entrecoupées avec des franges sombres, là où il n'y a pas d'ondes qui arrivent parce qu'ils se sont annihilés. Donc quand Thomas Young a fait l'expérience avec la lumière, cette image qu'il voit sur son écran, du coup, il en conclut que la lumière, c'est une onde. Et cette conclusion est restée valable pendant plus d'un siècle, et ce n'est qu'au début du XXe siècle que cette vision a été révisée par personne d'autre que Albert Einstein. En fait, Albert Einstein, c'est lui qui a proposé pour la première fois une théorie quantique de la lumière en postulant que la lumière était faite en fait, de petites particules qu'il a appelées les photons. Mais ce n'était que le début de cette mécanique quantique, qui après a proposé toute une multitude de particules. Toute la matière et la plupart des forces vont être associées à des particules. Mais du coup, on peut se poser la question, ces particules, est-ce que ce sont vraiment des particules au sens corpuscule ou est-ce que ce sont aussi finalement des ondes ? Bon, alors pour répondre à cette question, eh bien, on peut refaire la même expérience, c'est ce qui a été fait en 1927, mais cette fois-ci avec des particules, plutôt que de la lumière à grande échelle. Donc on lance des électrons dans ce cas. Alors il faut imaginer une sorte de canon qui va propulser un électron vers un écran, avec un mur percé de 2 fentes. Et lorsqu'on fait cette expérience, on observe sur l'écran un petit impact ponctuel. Donc on pourrait se dire que l'électron est un corpuscule qui se comporte comme une petite bille. Sauf qu'il y a des choses un peu étranges. La première chose, c'est que l'électron n'apparaît pas forcément au milieu, n'apparaît pas forcément derrière une des 2 fentes, il apparaît parfois au milieu, parfois sur le côté. Donc il y a quelque chose d'un peu étrange, ça n'apparaît pas forcément derrière les fentes. Autre chose d'un peu étrange, c'est que si on répète cette expérience avec les mêmes conditions initiales, donc un peu comme si on lançait une bille exactement de la même façon avec la même direction à chaque fois, eh bien en physique classique, on aurait toujours la même trajectoire, mais dans ce cas, on obtient parfois des impacts sur l'écran qui n'ont pas la même position. Donc il semble y avoir un caractère aléatoire, quelque chose d'un peu hasardeux dans la mécanique quantique, qui est fondamental à cette échelle microscopique. Et du coup, on peut utiliser ce phénomène-là en répétant encore et encore cette expérience pour voir un peu statistiquement ce qui se passe. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, il y a une série d'impacts ponctuels, mais dans l'ensemble, quand on a répété suffisamment de fois l'expérience, grande surprise, on va faire réapparaître ces franges typiques pour le comportement ondulatoire. Donc, autrement dit, un seul électron se comporte comme un corpuscule, et pourtant, quand on prend plusieurs électrons qui pourtant n'ont pas à communiquer les uns avec les autres, ils vont décider de se comporter ensemble comme une onde. Chose encore plus étrange, si maintenant on se demande, là, si ça ressemble à une onde, ça voudrait dire que finalement on passe par les 2 fentes, mais regardons. Par quelle fente passe l'électron ? Il suffit de regarder. On met un appareil de mesure supplémentaire au niveau des fentes et on mesure est-ce que l'électron est passé à gauche ou pas. Et quand on fait ça, quand on regarde, l'expérience change complètement. Le résultat de l'expérience va changer en fonction de si on allume ou pas l'appareil de mesure qu'on aurait mis à l'endroit des fentes. Dès qu'on allume cet appareil de mesure, ce qu'on voit sur l'écran, ce sont 2 fentes, 2 copies des fentes. C'est-à-dire, dès qu'on regarde un peu ce que fait l'électron, il va se comporter comme une bille. Il cache son caractère quantique. Alors, très étrange, comment on va pouvoir expliquer cette expérience ? Alors pour expliquer tout ça, eh bien, les chercheurs et chercheuses du début du XXe siècle ont construit un modèle mathématique qu'on appelle la mécanique quantique et qui est basé sur quelques principes. Et là, on va voir ces principes dans le cadre de cette expérience. Alors le premier principe pour expliquer ce comportement, c'est de dire que l'électron se comporte un peu comme une onde de probabilité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que lorsqu'on ne le regarde pas, lorsqu'on ne mesure pas sa position, l'électron n'a simplement pas de position. Il n'a pas besoin de se décider puisqu'on ne mesure pas sa position, et donc il se trouve dans un état superposé avec plusieurs positions possibles
qui sont toutes associées à une certaine probabilité, et tout cet ensemble de probabilités se propage comme une onde dans l'espace qui va traverser les deux fentes et interférer à la façon des vagues dans l'eau. Le deuxième principe va nous dire qu'est-ce qui se passe si on mesure. Dans l'expérience, en fait, rien que d'avoir un écran au bout, c'est en fait une expérience, c'est une mesure. C'est-à-dire l'écran il va nous dire où est l'impact. Et ce principe va nous dire que dès qu'on fait une mesure, le système physique, donc l'électron ici, va devoir se décider, il va devoir se réaliser dans un état précis. On ne pourra jamais mesurer un état superposé. Donc, au début, l'électron se propage librement, il est dans un état superposé, mais dès qu'il tape l'écran, il va devoir choisir en quelque sorte sa position. Et ça explique aussi ce phénomène étrange quand on met un appareil de mesure supplémentaire au niveau des fentes. Parce que du coup, dès qu'on l'allume, on fait une expérience, on fait une mesure supplémentaire qui force l'électron à se décider de passer à gauche ou de passer à droite. Et une fois qu'il a décidé, par exemple, de passer à gauche, il n'y a plus d'interférence. Il n'a plus d'interférence parce qu'il est passé que à gauche et pas à droite. Et du coup, il se comporte comme une bille classique. Et puis le dernier principe, c'est que la probabilité d'observer l'électron à un certain endroit dans l'espace, et ici sur l'écran, elle va être directement donnée par l'onde de probabilité qui s'est propagée jusqu'à l'écran, et donc qui est empreinte de ces interférences du fait des deux fentes. Donc en particulier ici, les électrons, lorsqu'on les lance par centaines de façon statistique, vont se réunir au niveau des franges d'interférence, là où les bosses sont les plus hautes dans l'onde de probabilité. Juste petite remarque d'attention. Donc, dans le troisième principe, il y a une probabilité, et en fait, cet aléatoire, il est vraiment inhérent à la théorie, il est fondamental. Ce n'est pas lié à un manque d'information. Si on repense à l'expérience avec la bille classique, on avait dit aussi qu'il y a une sorte d'aléa, donc parfois on le mesure à droite, parfois à gauche, mais finalement ça vient juste de la façon dont on a lancé la bille. On a lancé la bille un peu d'une façon aléatoire. Mais si on savait précisément comment on lance la bille, on pourrait déterminer par quelle fente elle passe, et finalement on pourrait prédire l'endroit où elle va arriver sur l'écran. Par contre, en mécanique quantique, quand on a notre canon à photons ou à électrons, même si on connaît précisément la condition initiale, on ne pourra pas prédire où on va mesurer l'impact sur l'écran. Il y a autre chose qui peut paraître un peu étrange, c'est le fait qu'une mesure change fondamentalement le système qu'on est en train de mesurer. En physique classique, lorsqu'on fait une mesure, ça ne change pas le système. Par exemple, si on observe la trajectoire d'un ballon de football qui vole dans les airs, le fait d'observer la trajectoire ne va pas affecter la trajectoire du ballon. Par contre, en physique quantique, ça semble être le cas. Et en fait, ça, c'est pas forcément très étrange lorsqu'on y réfléchit, puisque le ballon de football, pour pouvoir l'observer, il faut le bombarder de lumière, il faut pouvoir l'éclairer pour le voir. Et donc, en fait, on est constamment en train de le bombarder de toutes petites particules de lumière qui n'ont pas beaucoup d'impact, puisque le ballon est beaucoup plus gros. Mais à l'échelle des particules, il n'y a rien de plus petit que les particules. Donc, pour les mesurer, on doit les mettre en interaction, les bombarder avec d'autres particules. C'est un peu comme si on observait le ballon de football en le bombardant d'autres ballons. Et là, on comprend assez vite que la trajectoire serait effectivement affectée. Donc, c'est ce qui explique que les particules puissent s'affecter lorsqu'on effectue une mesure. Alors, si vous avez un peu de mal à comprendre, à saisir ces principes, c'est tout à fait normal. Déjà, ils sont complètement contre-intuitifs. Ce n'est pas des choses qu'on observe tous les jours, mais seulement au labo. Et même les physiciens, ils ont beaucoup de mal à les comprendre. Comme justement, on a déjà entendu la citation de Feynman, « Personne ne comprend la mécanique quantique ». Et du coup, les physiciens ont essayé de proposer des interprétations, des modèles un peu de pensée qui permettent peut-être de mieux appréhender ces principes. Donc là, on en a listé tout un tas. Donc vous voyez, en fait, il n'y a pas de consensus scientifique. Peut-être le plus connu, c'est les mondes multiples d'Everett, mais voilà, il y en a plein d'autres, les ondes pilotes, la réduction objective, le cubisme. Mais j'ai l'impression que si vous demandez vraiment aux physiciens, la plupart, ils vont vous répondre qu'ils ne peuvent pas vraiment interpréter ces principes et qu'ils vont juste les admettre, parce que c'est ce qu'on observe dans les expériences. Et que finalement, cette question de l'interprétation relève peut-être plutôt de la philosophie que de la science. Bon, mais alors tout ça, c'est un peu abstrait. La physique quantique, c'est quand même un modèle mathématique qui marche très bien pour décrire le monde et qui permet de décrire des choses très physiques, très concrètes. Par exemple, la structure des atomes.
Alors on peut imaginer un électron dans un atome comme une sorte de vibration, une onde de probabilité qui vibre autour du noyau, un peu comme cette corde avec des vagues à sa surface. Et là, on comprend assez bien que le nombre de vagues est un nombre entier. On ne peut pas avoir 1,5 vagues. On va avoir une vague, ou deux vagues, ou trois vagues, puisque la corde reboucle sur elle-même. Donc il y a un caractère discret, quantifié à l'échelle quantique, et c'est par exemple ce qui explique la structure des électrons autour des atomes en couches successives qu'on appelle des orbitales, et qui sont à la base de toute la chimie moderne. Une autre application encore plus concrète, c'est à l'informatique. L'informatique classique, elle est basée sur la notion d'un bit, qui peut avoir deux états, le 0 et le 1, qu'on réalise concrètement dans un ordinateur par un transistor. Et alors, si on applique les principes de la mécanique quantique, on va pouvoir construire un qubit, quelque chose qui peut être dans un état superposé entre le 0 et le 1. Quand on dit superposé, ça ne veut pas forcément dire qu'on a 50% de 0 et 50% de 1. En fait, on peut faire n'importe quelle proportion. On peut imaginer un état 30% 0, 70% 1. Et en faisant varier cette proportion, vous voyez qu'il y a un continuum de possibilités. Ce qui veut dire que vous avez beaucoup plus d'informations dans un qubit par rapport à un bit. Et du coup, vous pouvez stocker de l'information d'une façon beaucoup plus réduite et beaucoup plus efficace. Et puis, si vous utilisez plusieurs qubits et vous les faites interagir, notamment par d'autres intrications et superpositions, ça peut permettre d'accélérer des calculs, parce que la superposition, finalement, c'est comme paralléliser des calculs. Donc ça va les rendre plus rapides et plus efficaces. Bon, mais alors tout ça, c'est très, très théorique. En pratique, c'est un défi technique très complexe, dont Fabien va sûrement nous reparler plus tard. Ça, c'est une sorte d'image d'un ordinateur quantique qu'on peut faire aujourd'hui. Ce qui est très complexe, c'est que les propriétés quantiques, notamment les superpositions, elles disparaissent très vite lorsqu'on les laisse interagir avec le monde extérieur. C'est ce qu'on appelle la décohérence. Et donc, il faut isoler ces entités quantiques, les placer dans le vide presque parfait et à une température extrêmement faible pour éviter l'agitation thermique. Donc, c'est aujourd'hui des défis techniques qui sont en train d'être relevés, mais qui relèvent encore de la recherche. Revenons pour une dernière fois à cette expérience des fentes de Young, à travers une anecdote qui est racontée autour du physicien Richard Feynman, qu'on a déjà rencontré plus tôt. Donc un jour, il était encore étudiant, il était sur un banc d'un amphithéâtre, peut-être un peu comme vous aujourd'hui, et son prof, du coup, racontait, expliquait cette expérience des fentes de Young. Mais alors, au plein milieu du cours, il lève sa main et il va poser une question. Qu'est-ce qui se passe si on n'a pas 2 fentes, mais 3 fentes ? Du coup, le professeur il répond, c'est exactement pareil. Vous avez un électron, 3 fentes, il va passer finalement par les 3 fentes, il va interagir, interférer, et puis sur l'écran, vous avez des franges, comme si vous avez 2 fentes. Mais qu'est-ce qui se passe si on a 4 fentes ? Monsieur Feynman, c'est encore pareil, 4 fentes, pas de problème, l'électron passe par les 4 fentes, il interagit, il y a des franges, voilà. Mais si on a une 5e fente ? Monsieur Feynman, vous commencez à m'embêter, c'est toujours pareil, je pense que vous avez bien compris le principe, l'électron passe par les 5 fentes, point barre. Mais, monsieur le professeur, qu'est-ce qui se passe s'il y a tellement de fentes qu'il n'y a plus de mur du tout ? Là, le professeur ne savait plus répondre. Qu'est-ce qui se passe s'il y a tellement de fentes que le mur disparaît ? Si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, le raisonnement des fentes de Young, on conclut que l'électron, finalement, il passe partout. L'électron va emprunter tous les chemins possibles. Avec comme une remarque, c'est que les chemins viennent avec une certaine probabilité. Donc les chemins qui mènent très très loin, ils vont arriver avec une très très faible probabilité. Et finalement, le chemin le plus probable, c'est le chemin direct, celui auquel on s'attendait. Et donc, cette idée-là, ce n'est pas que seulement une idée, c'est un vrai formalisme de la physique quantique qui va prendre en compte l'intégralité des chemins. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça l'intégrale de chemin. Et donc, d'un point de vue technique, théorique, ça explique aussi pourquoi la mécanique quantique est si compliquée, pas seulement d'un point de vue conceptuel, mais aussi d'un point de vue calculatoire. Parce que vous imaginez, intégrer sur tous les chemins possibles, c'est très complexe. Alors pour finir, ce concept d'intégrale de chemin, ça peut avoir des applications inattendues, notamment en cosmologie, la science qui s'intéresse à l'évolution de l'univers.
Alors on sait aujourd'hui que notre univers est en expansion, il s'expand au fil du temps, et si on repasse le film à l'envers, on remonte dans le temps, l'univers se comprime, et on arrive à un moment qu'on appelle aujourd'hui le Big Bang, qui n'est pas encore très bien compris, un moment à partir duquel l'univers est extrêmement compact, tellement compact que des phénomènes de physique quantique, la physique nanoscopique, se produisent. Alors là, il faut utiliser le formalisme de la mécanique quantique pour décrire l'univers tout entier lui-même. Et lorsqu'on fait ça, eh bien, on peut utiliser le formalisme de l'intégrale de chemin. Certains chercheurs et chercheuses ont fait ce calcul. Alors, ce n'est pas des chemins de particules qu'on est en train d'intégrer, c'est les évolutions d'univers. Donc il faut faire la somme sur toutes les évolutions possibles de cet univers microscopique. Et lorsqu'on fait ça, eh bien, parfois, on arrive sur certains modèles, comme le modèle du grand rebond, qu'on trouve dans certaines théories, qui décrit un univers passé, antérieur au nôtre, qui se serait contracté, aurait rebondi sur lui-même à cause de ces phénomènes quantiques et aurait donné naissance à notre univers actuel. Donc peut-être que ces modèles, ces calculs quantiques permettent de comprendre l'origine de notre univers. Et du coup, sur cette pensée, sur l'origine peut-être du tout, de l'univers tout entier, on vous remercie pour votre attention et on vous invite à faire un tour sur nos chaînes YouTube respectives, ScienceClick pour Alessandro Et Tomate pour Alexander. Merci.